Septembre 2016. La Toho et Warner Bros. Ont convoqué le gratin journalistique Tokyoid au Ritz-Carlton de Tokyo. Ce soir, une grande annonce sera faite. En coulisses, un homme est nerveux. Ce n'est pourtant pas sa première conférence de presse. Il narre sa saga familiale. Depuis plus de 30 ans, il est passé par toutes les émotions et les consécrations. Il a déjà élevé son histoire au firmament des plus grandes œuvres de son pays. Mais cet après-midi, il est dans l'inconnu. C'est un nouveau projet qui se dessine, une nouvelle étape pour son illustre œuvre. Pourtant, il n'est que peu impliqué dans ce nouveau projet. Mais sa fierté d'artiste souhaite que tout aille bien. Les comédiens et comédiennes entrent en scène, suivis du réalisateur et des producteurs. Il leur laisse les projecteurs. Lui est bien en coulisses. Ce soir, le tout Tokyo aura 4 lettres sur ses lèvres. Z-O. Z-O. Jojo. JoJo's Bizarre Aventure est un shonen d'Hirohiko Araki, publié dans Weekly Shonen Jump depuis 1986. Divisée en arcs narratifs distincts, la série forme la quête de la famille Joestar pour contrer le désir de puissance et de vengeance de Dio Brando et de façon plus large pour découvrir les mystères anciens de notre monde. Chaque arc mettant en vedette un nouveau membre de la famille Joestar. Hirohiko Araki est né le 7 juin 1960 à Sendai dans le Tohoku. Durant son enfance, toute l'attention de ses parents est retenue par ses sœurs jumelles qui en plus le martyrisent. Se sentant délaissé, il développe un caractère solitaire, se forçant un goût pour les mangas. Il est particulièrement marqué par des séries comme Hachi Onojo, Aitobokoto, Babeni et Kyotic no Oshi, et par les récits dramatiques et sombres de Senpai Serato. Ses talents naissants de mangaka lui apportent une certaine popularité au sein du lycée Tohoku Gakuen Ikuwaga. C'est à la fin de l'adolescence qu'il commence à s'intéresser aux grands peintres européens, Michel-Ange et Paul Gauguin en premier, qui auront une grande influence éventuellement sur son style graphique. Après avoir obtenu son diplôme du collège de design de Sendai, il s'inscrit à l'université de Miyazaki. Mais un certain succès dans des concours de manga amateurs régionaux et sa passion des mangas lui font prendre une grande décision. Il abandonne à 20 ans l'université et déménage à Tokyo pour devenir mangaka professionnel. Ses débuts ne sont pourtant pas roses. Sous le nom de plume de Toshiyuki Araki, il publie la première histoire qu'il avait créée au lycée Buju Poker dans Weekly Shonen Jump en janvier 1981. Puis 2 autres histoires, Outlaw Man et Vezenia ni Yoroseku, sans qu'aucune ne lui permette de percer, connaissant une reconnaissance du milieu, mais pas encore du public. Il finit par voir son histoire Masonen BT être sérialisée dans Weekly Shonen Jump, produisant un chapitre hebdomadaire entre 1982 et 1983. Mais c'est Bao qui lui apporte un vrai premier succès
entre 1984 et 1985. Il décide de revenir à son amour d'adolescent pour les récits d'aventure et les personnages plus grands que nature, ainsi que de délaisser les inspirations cinématographiques alors très courantes dans les mangas, pour un maniériste très inspiré des grands peintres de la Renaissance. Des poses dramatiques de Michel-Ange, du jeu de couleurs éclaté d'un Gauguin. C'est ainsi qu'en 1986 est publié le premier chapitre de JoJo's Bizarre Adventure. Si le succès tarde à arriver, il va imposer son approche unique des mangas au fil des chapitres. Comme le film est adapté du 4e arc Diamond is Unbreakable, je me suis concentré sur cette partie qui couvre les tomes 29 à 44. Je dois faire un aveu. Je n'avais jamais lu JoJo's Bizarre Adventure et encore moins écouté la série. Quelle indignité, vous n'avez pas honte? En tant que néophyte, ces quelques tomes m'ont suffi. En 1999, Jotaro Kujo, petit-fils de Joseph Joestar, se rend dans la petite ville de Morio pour rencontrer Josuke Higashikata, le fils illégitime de son grand-père Joseph. L'improbable présence de Stone fait se demander à Jotaro et Josuke quel mystère se cache dans cette petite ville à l'apparence tranquille. Fini les grandes aventures et les pays exotiques, toute l'action de ce 4e arc se déroule dans la petite ville de Morio et se concentre sur le mystère entourant la présence de porteurs de Stone. J'ai parlé des inspirations picturales d'Hiroki, mais il ne faut surtout pas oublier son amour de la mode et de l'impact que cela a sur le visuel dans JoJo. Les JoJo tirent autant leur origine des personnages maniérés de la peinture de la Renaissance que des mannequins des années 80. Araki a puisé dans son enfance et dans sa vie pour esquisser l'ambiance du récit. Morio, l'idéale petite ville japonaise, est inspiré de son Sendai natal, le quotidien des héros et son quotidien d'adolescent. Ce que cet arc n'a pas en exotisme et en dépaysement, il le gagne en suspense et en raffinement de l'écriture, sans perdre la folie et les excès caractéristiques d'Araki. C'est ce qui fait l'unicité d'Araki dans la famille des mangaka des années 90. Cette capacité à toujours se renouveler et à évoluer indépendamment des modes sans les ignorer. C'est difficile de parler de JoJo comme tout, tellement sa carte de la série est unique et embrasse une voie différente. Du drame victorien et historique des deux premiers arcs, au récit d'aventure et d'action éclaté aux quatre coins du monde du 3e arc, le 4e arc revient à un style plus quotidien, se concentrant sur les liens familiaux et sur la vie d'une petite ville. Sur la famille de Josuke bien sûr, mais aussi sur l'héritage de la famille Joestar en général. Sur les traces qu'un siècle de combat a laissées sur chacun de ses membres et sur le poids qu'ils portent. La série délaisse l'action pure pour le suspense et beaucoup de références au film du moment. Araki a bien constaté que l'époque des héros musculeux et virils s'essoufflait et a donc profité de ce 4e arc pour changer de style.
Grand amateur de mode, il s'est laissé aller dans la conception des vêtements des personnages. Des vêtements du quotidien plus sobres aux tenues les plus flamboyantes. Ce qui fonctionne avec son esthétisme aux traits et au décor réalistes, mais avec des couleurs chatoyantes. Style qui lui fait choisir de découper ses cadres de façon toujours plus large, éclatant le narratif des cases, faisant de chacune de ses pages presque des tableaux. Format qui lui permet de varier l'action, mais surtout d'approfondir les détails sur les personnages et sur leurs vêtements et d'accentuer les poses les plus expressives. Et avec ses 100 millions de copies vendues pour 131 volumes quand même, JoJo reste une des 10 mangas les plus vendus de tous les temps. Pas étonnant que l'idée de transposer cet univers particulier au cinéma a semblé naturelle. Un projet complexe que le producteur Takashi Hirano avait en tête depuis le milieu des années 2000, mais pour lequel il a acquis les droits d'adaptation qu'à partir de 2010. Il a choisi pour le réaliser un cinéaste tout aussi particulier et grand amateur de la série, Takashi Miike. Artiste unique du paysage cinématographique nippon, Miike était un excellent candidat. Réalisateur, scénariste et metteur en scène, Takashi Miike est né le 24 août 1960 à Yao, près d'Osaka. Durant son enfance et son adolescence, il se passionne pour le cinéma, mais encore plus pour la moto. Son rêve a longtemps été de devenir pilote professionnel, mais il n'a jamais mis l'effort pour y arriver. Étudiant peu appliqué et souvent absent, il finit par obtenir son diplôme du Yokohama Osho Eiga Seimon Gaiko, une école de cinéma, en 1978. Pendant plus de 10 ans, il va remplir différents postes dans les studios de télévision locaux. Ce qu'il n'a pas appris à l'école, il l'a appris sur le terrain, à la dure, dans les pires conditions de tournage. C'est à partir de 1991, avec l'émergence du V-cinéma, des films produits directement pour le marché des cassettes vidéo, que sa carrière de réalisateur commence. Et quelle carrière! En 30 ans, il a réalisé 111 projets, soit près de 4 projets par année. Résumer sa carrière mériterait une vidéo à elle seule, mais dans les grandes lignes, s'il a d'abord été connu dans les années 90 pour ses films de Yakuza et des projets plus personnels, comme Les Affranchis de Shinjuku ou Bird People in China, c'est au tournant des années 2000 qu'il est devenu un incontournable au Japon et une figure remarquée dans le mouvement otaku naissant en Occident, avec ce qui sont a posteriori ses meilleurs films, soit Iggy the Killer, Gozu, La maladie du malheur, Dead or Alive, Visitor Q, et surtout son chef-d'œuvre, à mon avis, Audition. Il a développé un style unique de film ultra violent, extrêmement sanglant, repoussant toujours les limites de la censure et de la provocation, mais ayant toujours, de différentes façons, une certaine ode à l'enfance et aux liens qu'on y développe. Il a rapidement été admiré par une nouvelle génération de cinéphiles occidentaux, découvrant le nouveau cinéma japonais des années 90, très loin des Akira Kurosawa, Yuzutiro Ozu et Soa Imimura.
Nouveau cinéma représenté par Maike, Sion Sono et Takashi Kitano, mais qui ne sont au fond que les héritiers de Nakisa Oshima et Senzin Suzuki des années 70. Maike qui admet son admiration pour des réalisateurs comme David Lynch, David Cronenberg et David Paul Verhoeven, surtout son Starship Trooper, a acquis le surnom du Quentin Tarantino japonais pour leur amour de la violence grotesque et leur cinéma éclaté, mais aura presque plus Maike d'un autre cinéaste au style marqué à ses débuts, mais qui peine à se renouveler, Tim Burton. Car, personnellement, autant je reconnais le talent évident de cinéaste de Takashi Miike et de Burton, autant j'ai un malaise avec ses films et le statut de génie qu'on lui accorde. Miike et Burton n'ont rien en commun dans leur style visuel, mais tous les deux ont fait leurs meilleurs films dans les années 90 et y ont imposé un style fort, et ne font depuis les années 2000 que produire des films à la scène en caricaturant ce style, en se reposant sur une formule vidée de son âme. À réaliser 4 ou 5 films par année comme Miike, rien d'étonnant que cela devienne machinal. Mais sa démarche pour adapter Jojo's Bizarre Adventure n'en reste pas moins légitime. Après avoir travaillé le scénario avec Itaru Uehara, le tournage a commencé à l'automne 2016. La vie paisible de Josuke Higashikata est chamboulée quand son neveu Jotaro Kujo, dont il vient d'apprendre l'existence, l'avertit qu'un dangereux tueur nommé Angelo vient de s'évader et sévit dans sa petite ville de Morio. Ils devront l'arrêter et réaliser par le fait même que sa présence dans la ville n'est pas un hasard. Le choix du 4e arc n'était pas non plus un hasard, puisque c'est le seul qui se déroule dans une seule ville avec des protagonistes uniquement japonais. Cela simplifie grandement la production d'un premier film. L'environnement graphique de JoJo's étant unique, la première chose qui devait être réussie était l'esthétique du film. Et pour cela, Takashi Miike l'a compris. Ses choix sont particuliers, mais au moins il a fait des choix clairs. Son film est effectivement très beau visuellement. Le cinéma énergique et dynamique de Miike se marie bien à la folie de la manga. Il y a un choix de cadrage dramatique, il y a un choix de direction photo, il y a un choix de montage qui reste dans le ton de la manga sans en copier les cases. Les costumes et les décors sont crédibles sans être réalistes. Décors qui donnent à la japonaise Morio un air étrangement européen. Si les intérieurs et quelques extérieurs ont été tournés en studio à Tokyo, l'essentiel des scènes extérieures ont été tournés à Sitges, une petite ville côtière en banlieue de Barcelone, en Espagne. Miike étant un habitué du festival de films de Sitges, spécialisé dans les films fantastiques, il trouvait la ville parfaite pour son JoJo. Le film sait qu'il est ridicule, mais l'assume jusqu'au bout et prend son histoire au sérieux. Ce qui est un pari risqué pour adapter une œuvre aussi singulière que JoJo, mais fonctionne. Le film ne peut pas être aussi éclaté que la manga, donc Miike a décidé de prendre un ton plus sombre et sérieux, mais encore théâtral, pour coller à l'atmosphère de suspense et d'enquête.
Il reste sur la mince ligne entre le ridicule et le sérieux sans perdre l'équilibre. C'est un autre choix audacieux, mais cela rehausse le côté fictif du récit, se déroulant dans un Japon imaginaire et magique plutôt qu'un Japon réaliste. Composé d'acteurs et d'actrices avec de l'expérience, la distribution jongle bien entre un jeu plus naturaliste et sérieux et des moments plus expressifs qui sont logiques avec les personnages. Encore une fois, jouer aussi gros que dans la manga aurait uniquement été pénible et juré avec le ton plus sombre du film. Les comédiens ne ressemblent en rien physiquement à ceux de la manga parce qu'il aurait fallu que Josuke soit joué par John Cena et Jotaro par Dwayne Johnson. Mais leurs personnalités sont justes, donc autant l'assumer et créer un ton propre au film. Mon seul bémol est peut-être le jeu de Kento Yamazaki en Josuke qui, s'il fonctionne quand il est en colère, est trop froid quand il est normal. Josuke est un adolescent timide, doux et bien élevé, pas un jeune homme arrogant et froid. Premièrement, cela fait doublon avec Jotaro, et deuxièmement, ça fait que sa douce personnalité ne se démarque pas suffisamment. Yamazaki est un bon comédien, il a simplement pris un mauvais angle. Heureusement, le reste de la distribution est juste. Personnellement, j'aime bien que tous les habitants de la ville ont une allure normale, sauf les porteurs de stands qui ont des costumes et des coiffures improbables. C'est la même chose dans la manga, mais le choc y est quand même moins grand. Concernant l'histoire, Maeke fait le choix de commencer en présentant le méchant Angelo, et il insère son acquisition de stand à sa fuite et à l'histoire. C'est ensuite que l'on rencontre Koichi, puis Josuke, puis Jotaro, qui vont commencer leur enquête. La manga commençait par leur rencontre, puis nous laissait découvrir Angelo, un élément à la fois. Certes, ça rend l'histoire du film plus fluide et dynamique, mais on perd nettement en mystère et en suspense. Ce que Josuke et Jotaro découvrent dans leur enquête, le spectateur l'a déjà vu et le sait déjà. L'intérêt doit venir alors de comment ils le découvrent. Mais ce ne sont souvent que des déductions au détour d'une discussion, soit encore plus étrange. Le film nous révèle l'étendue de l'horreur des crimes d'Angelo qu'une fois que Josuke et Jotaro l'aient arrêté. Alors que c'est une information qui m'aurait semblé cruciale bien plus tôt. Oui, on le voit au début kidnapper 3 personnes et en tuer une, en plus de ses agressions à l'aide de son tongue Aqua Necklace, mais ce ne sont pas des crimes si horribles. Heureusement que le jeu de Takayuki Yamada le rend inquiétant. Cela nous amène au seul choix que je ne m'explique pas dans le film, la mort de Ryohei Higashikata, le grand-père de Josuke. Comme dans la manga, il est tué par le stand d'Angelo qui voulait se venger qu'il l'ait mis en prison. Mais dans la manga, Josuke constate sa mort et surtout qu'il ne peut le ramener à la vie. Ce qui attise sa colère et alimente le combat suivant contre Angelo. Dans le film, Ryohei est blessé. Josuke le voit, retourne combattre Angelo, finit par le vaincre, puis retourne voir son grand-père et constate qu'il est mort. Et ce n'est qu'après qu'il découvre le lien entre Angelo et son grand-père, ces horribles crimes, et se rend à ses funérailles, ce qui amène la dernière partie du film. Il y a une logique, mais c'est tellement inefficace comme structure narrative. Il aurait suffi de replacer les scènes comme lors du manga,
ce qui déjà fonctionne 1000 fois mieux, sans même bouleverser la transition entre les deux parties. Car comme Jojo est essentiellement composé d'histoires plus ou moins fermées, du moins dans le 4e arc, Mikey a décidé de fusionner ensemble plusieurs histoires. Ce qui fait que tout ce qui est directement tiré de la manga fonctionne dramatiquement, mais ce qui a été ajouté pour créer les liens manque leur cible. Pourtant, l'idée d'approfondir les relations entre Josuke et ses parents, sa mère et son grand-père, est excellente. Mais c'est si mal inséré dans l'histoire que cela nuit plus que ça aide. Le film arrive même à installer avec intelligence les personnages de Yukako Yamagishi et de Yoshikaze Kira, mais visiblement en vain. Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, chapitre 1, a été présenté en première mondiale le 2 août 2017 au Petit Moment de Chauvinisme, Festival international de films Fantasia de Montréal. Eh bien, ça rit comment, Castor? Seigneur Jésus! Le film n'a engendré qu'un peu plus de 200 millions de yens au box-office japonais, ce qui lui a valu le 132e rang de l'année. Il faut dire que le film a été lancé sur les écrans japonais à la même période que Despicable Me 3, Gintama, Spider-Man Homecoming et Transformers The Dark Knight, 4 des plus gros succès en 2017 au Japon. Il n'a pas su visiblement y faire sa place. Les possibilités que les chapitres 2 et 3 soient produits sont minces, voire quasi nulles. Le film n'a pas trouvé son public, malgré l'immense succès de la manga et ses qualités propres, et c'est peut-être parce qu'il ne savait pas qui était son public. Je me suis posé la question tout le long de l'écoute du film, à qui cela s'adresse? Il n'y a pas assez de références, d'ajouts et de clins d'œil pour plaire qu'aux fans, mais le film est très hermétique et explique peu l'univers pour un néophyte du manga. Il essaie de plaire à tout le monde et au final n'a plu à personne. C'est ironique car le film est rempli de qualité, mais à vouloir faire table rase dans l'histoire des 3 actes précédents et en n'expliquant pas assez l'univers, le spectateur peut facilement se sentir perdu. Ce qui prouve que tu peux avoir un film de qualité tiré d'une des mangas les plus populaires de tous les temps, fait par un réalisateur reconnu et qui a eu un bel accueil de la part des fans, mais malgré tout raté la cible. Arigato.